Voilà, je pense que oui, c'est lancé. Alors, propriété des conducteurs en équilibre. Première propriété, c'est qu'à l'intérieur d'un conducteur en équilibre, eh bien, le champ est nul. Alors, comment est-ce que ça peut se vérifier? Alors, comment ça se vérifie? Eh bien, si on va faire un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire qu'on va supposer que le champ n'est pas nul et on va voir quelles conséquences ça peut avoir. Eh bien, si le champ n'était pas nul, les électrons libres seraient soumis à des forces électriques qui vont les faire se déplacer. Donc, à ce moment-là, eh bien, on ne peut plus parler de conducteur en équilibre, puisque dans un conducteur en équilibre, toutes les charges sont immobiles. Donc, si le champ à l'intérieur du conducteur n'est pas nul, eh bien, on ne peut pas parler de conducteur en équilibre. Donc, par conséquent, dans un conducteur en équilibre, eh bien, à l'intérieur du conducteur en équilibre, le champ est obligatoirement nul. Parce que s'il n'était pas nul, eh bien, les charges se déplaceraient et à ce moment-là, eh bien, on ne respecte pas la définition du conducteur en équilibre. Voilà, ça c'est pour la première propriété. Deuxième propriété, le champ à la surface d'un conducteur est perpendiculaire à la surface de ce conducteur, c'est-à-dire que le champ n'a que sa composante, si vous voulez, si on devait décomposer le vecteur champ électrique en une composante tangente à la surface du conducteur et une composante perpendiculaire à la surface du conducteur, eh bien, il n'y aurait que la composante perpendiculaire. Donc, on va vérifier que le champ à la surface du conducteur est obligatoirement perpendiculaire à la surface du conducteur. Eh bien, on va faire comme tout à l'heure, on va supposer que le champ a deux composantes. Une composante parallèle, donc une composante qui sera tangente à la surface du conducteur, et une composante perpendiculaire. Eh bien, si cette composante parallèle, donc qui serait portée par la surface, si cette composante E parallèle existe, eh bien, les charges qui se trouvent à la surface du conducteur, elles pourraient se déplacer et elles se déplaceraient parce qu'elles seraient soumises à des forces électriques qui seraient le produit de la charge par le champ électrique, par cette composante du champ électrique. Et donc, on aurait sur la surface d'un conducteur en équilibre des charges qui se déplacent. Et ça, ce n'est pas possible puisque dans un conducteur en équilibre, aucune charge ne se déplace. Conclusion, eh bien, à la surface du conducteur, le champ est obligatoirement perpendiculaire à la surface. Voilà. Alors, on va passer à la propriété suivante. Eh bien, le conducteur en équilibre est un volume équipotentiel. Alors, comment ça se vérifie? Eh bien, on va prendre un déplacement M'. Alors, j'ai un conducteur, d'accord, quelconque, et puis je vais prendre un déplacement qui va d'un point M à un point M', d'accord? Donc, j'ai ce vecteur déplacement M', et je vais chercher quel est, puisque je suis en train d'essayer de vérifier que c'est un volume équipotentiel, eh bien, je vais vérifier est-ce que la différence de potentiel entre le point M et le point M', donc je vais dire dV, d'accord, quand je vais du début de mon déplacement à la fin de mon déplacement, donc dV, ça sera le potentiel en M', moins le potentiel au début du déplacement, c'est-à-dire le potentiel au point M, d'accord? Eh bien, cette différence de potentiel, cette variation du potentiel, je peux l'avoir à partir de cette expression qui relie le champ et le potentiel. Je vous rappelle que c'est
dV égale à moins E dl, ici mon dl c'est mon petit déplacement m, m', eh bien, si j'applique cette relation entre le champ et le potentiel, à l'intérieur du conducteur, eh bien, je viens de vérifier que le champ est nul, donc je vais avoir dV égale à moins le produit scalaire du vecteur 0 avec le vecteur m'. Donc, je vais écrire ici que c'est le produit scalaire de 0 avec le vecteur m'. Bon, produit scalaire d'un vecteur nul avec n'importe quel autre vecteur, eh bien, ça va être 0. Donc, j'ai dV égale 0. Si la variation du potentiel entre deux points M et M' pris à l'intérieur du conducteur est égale à 0, eh bien, ça veut dire que le potentiel est constant. Si sa variation est nulle, c'est que le potentiel est constant. D'accord? Voilà. Donc, à l'intérieur du conducteur, eh bien, le potentiel est constant, donc le volume du conducteur est un volume équipotentiel. C'est bon? Alors, je ne me rappelle pas comment on met fin aux annotations. Je pense que c'est là. Voilà. OK. Alors, je continue. Alors, ça, c'était pour le volume. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans... Vous avez le conducteur qui est un corps qui a une forme quelconque. Il a un volume, mais il a aussi une surface extérieure. D'accord? Donc, on va regarder ce qui se passe pour le potentiel. Est-ce que le potentiel varie d'un point à un autre de cette surface extérieure du conducteur? Eh bien, on procède de la même façon. On va prendre un vecteur m'' sur la surface du conducteur et on va regarder quelle est la situation. Donc, je prends un conducteur de forme quelconque, d'accord? Je vais partir d'un point M à un point très proche. Mon petit déplacement m', il est vraiment très, très petit. Et je vais regarder quelle est la différence de potentiel que je vais avoir entre le point M et le point M', toujours en écrivant, en utilisant cette relation entre le champ et le potentiel. Alors ici, qu'est-ce qu'on vient de voir à propos du champ à la surface du conducteur? Eh bien, on a vu que le champ était obligatoirement dans la direction perpendiculaire à la surface. Ce qui fait que quand j'écris ma variation du potentiel dV entre le point M et le point M', eh bien, je vais écrire que c'est moins le produit scalaire E, M'. D'accord? Alors, ce champ, eh bien, on a vu qu'il se réduisait à sa composante perpendiculaire. D'accord? Ce qui fait que dans ce produit scalaire, eh bien, M'' est porté par la surface puisque j'ai choisi des points sur la surface du conducteur et ce vecteur est perpendiculaire à la surface. Donc, mes deux vecteurs E perpendiculaire et M'' sont perpendiculaires, ce qui fait que le produit scalaire va être nul, ce qui signifie que le potentiel au point M est égal au potentiel au point M'. Ça veut dire que le potentiel reste constant sur la surface du conducteur. Je n'ai rien supposé sur les points M et M', je les ai pris quelconques. Donc, ce raisonnement va être valable pour tous les points appartenant à la surface du conducteur. Donc, je viens de vérifier que la surface du conducteur est une surface équipotentielle. Alors, équipotentielle, ça veut dire de même potentiel. Tous les points sont au même potentiel. Donc, je résume.
Le volume du conducteur en équilibre est un volume équipotentiel et la surface extérieure du conducteur en équilibre est une surface équipotentielle. Voilà. Alors, on passe... on passe à la propriété suivante. Alors, la propriété suivante, c'est que la charge d'un conducteur en équilibre est localisée en surface. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge à l'intérieur du conducteur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vérifier ça? Eh bien, on va utiliser le théorème de Gauss qu'on a vu la semaine dernière. Alors, je vous rappelle que le théorème de Gauss s'applique à une surface fermée et l'énoncé du théorème de Gauss, c'est que le flux du champ électrique à travers une surface fermée, c'est égal à la charge enveloppée par cette surface fermée divisée par epsilon 0 étant la permittivité du vide, c'est-à-dire la constante physique qui apparaît dans la constante K qui est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0. C'est ce epsilon 0-là dont il s'agit. Alors, eh bien, on va vérifier que la charge est bien localisée uniquement sur la surface et qu'elle ne se trouve pas à l'intérieur du conducteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre comme surface de Gauss la surface que j'ai mise en pointillé rouge ici, c'est-à-dire qu'on va prendre une surface qui va être la plus proche possible de la surface du conducteur, mais tout en étant à l'intérieur du conducteur. D'accord? Alors, imaginez que votre conducteur, ce soit une sphère de rayon R égale 10 cm, eh bien, votre surface de Gauss, ça sera une sphère de rayon 9,999 cm. D'accord? C'est-à-dire que ça doit rester à l'intérieur du conducteur, mais très très près de la surface, pour être sûr d'englober toutes les charges qui pourraient se trouver à l'intérieur de ce conducteur. Alors, j'écris donc que le flux à travers cette surface de Gauss, j'écris que ce flux est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Alors, qu'est-ce que c'est que ce flux? Je vais commencer par calculer le flux. Alors, ce flux, eh bien, dans la mesure où le champ est égal à 0, je vous rappelle que le flux, c'est la somme de tous les flux élémentaires, c'est-à-dire tous les produits scalaires E, ds. Eh bien, ici, comme le champ est nul, eh bien, tous les produits scalaires E, ds seront tous nuls parce que le champ sera nul en tout point. Donc, chacun de ces termes de flux élémentaire sera nul, c'est-à-dire que la somme de tous ces produits scalaires qui sont tous nuls va être égale à 0. Alors, le flux est nul. Maintenant, j'applique le théorème de Gauss. Je sais que le flux est égal à la charge intérieure à la surface de Gauss divisée par epsilon 0. Eh bien, si le flux est nul, ça veut obligatoirement dire que cette charge intérieure est nulle aussi. Voilà. Donc, on vient de démontrer que la charge d'un conducteur ne peut se trouver que sur la surface. Il est impossible d'avoir de la charge à l'intérieur du conducteur. En réalité, ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives à l'intérieur du conducteur et que si vous avez un excédent d'électrons, il ne peut se trouver que sur la surface. Si vous avez un déficit d'électrons, ce qui reviendrait à une charge positive, eh bien, ça revient à avoir ce déficit d'électrons uniquement sur la surface. Est-ce que ça va jusque-là? C'est bon?
Alors, pas trouvé, j'ai pas trouvé le chat, donc bon. Oui, madame, c'est clair. D'accord, merci. Merci beaucoup, Zécry. De rien, madame. Alors, bon, alors on continue. Autre propriété, si on relie deux conducteurs en équilibre, il y a échange de charges. Et quand c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu dans le tout premier TD à propos, vous vous rappelez, des exercices sur les sphères conductrices qui portaient des charges différentes, qu'on reliait par un fil conducteur et qui partageaient en quelque sorte leurs charges. Et à la fin de l'échange, eh bien, on avait calculé les nouvelles charges qui restaient ou qui apparaissaient sur les deux sphères. Et donc, on avait vu qu'il y avait un échange de charges et que cet échange de charges, il était dû à un transfert d'électrons d'un corps vers l'autre. D'accord ? Alors, si on relie donc deux conducteurs en équilibre, il y a un transfert de charge d'un conducteur à l'autre. Et quand l'équilibre est de nouveau atteint, eh bien, les deux conducteurs forment un même volume équipotentiel, c'est-à-dire qu'ils se mettent tous les deux au même potentiel. Si on les laisse relier entre eux par un fil conducteur suffisamment longtemps, ou si on les fait se toucher et qu'on les laisse en contact l'un avec l'autre suffisamment longtemps, eh bien, à la fin de l'échange de charge, les deux conducteurs sont au même potentiel. Alors, on va voir maintenant l'autre propriété, le champ électrique au voisinage d'un conducteur. Alors, quand je dis au voisinage d'un conducteur, c'est vraiment tout près de la surface. Là, j'ai dessiné un point, alors je vais prendre une notation. Alors, imaginons que ce point-là, ce soit le point M où je calcule le champ, eh bien, ce point M, il est tout près de la surface. C'est-à-dire que si je dessine les choses vues en coupe, eh bien, en coupe, voilà la surface du conducteur et mon point M, il se trouverait quelque part ici. D'accord? Donc, tout près de la surface. Alors, ce champ tout près de la surface, alors on a déjà vu tout à l'heure que le champ à l'intérieur est égal à 0 et tout près de la surface, eh bien son module, c'est sigma sur epsilon 0, sigma étant la densité surfacique de charge à cet endroit. Voilà. Alors, je ne vais pas détailler ça, je ne vais pas faire la démonstration, mais si ça vous intéresse, vous me contactez, vous me laissez un message dans la Classroom ou vous m'envoyez un mail et puis je vous enverrai la démonstration, d'accord, ou je la publierai dans la Classroom. C'est bon? Si ça intéresse tout le monde, je peux la rajouter dans le PDF que je vous enverrai. Voilà, vous me le direz. Donc, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que à l'intérieur du conducteur, le champ est nul. Immédiatement à la surface du conducteur, ici, eh bien, comme on est tout près de la surface, on a dit que le champ était perpendiculaire à la surface du conducteur, c'est-à-dire que puisqu'on est tout près de la surface, eh bien, je sais que le champ, il va avoir la direction perpendiculaire à la surface. Il va être comme ça. Le voici. Et son module, eh bien, c'est sigma sur epsilon 0, sigma étant la densité de charge qu'il y a à cette partie de la surface du conducteur.
Voilà. Alors, je vous ai mis là un graphe qui vous donne ce qu'on vient de voir tout de suite là, c'est-à-dire que le champ est nul à l'intérieur et que très près de la surface, il vaut sigma sur epsilon 0, eh bien voilà ce que ça donne. Hein. À l'intérieur, le champ est nul. À l'extérieur, il vaut sigma sur epsilon 0. Alors, en réalité, il n'y a pas de discontinuité en un point. Hein. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que la surface d'un conducteur, ce n'est pas une surface au sens géométrique du terme. C'est-à-dire, quand vous parlez d'une surface en mathématiques, une surface, elle n'a pas d'épaisseur. D'accord ? Eh bien, en réalité, un conducteur, c'est quelque chose qui existe matériellement et sa surface, elle n'est pas sans épaisseur. Vous avez un certain nombre de couches, de couches d'atomes qui sont superposées et qui vont constituer la surface de ce conducteur. C'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle la couche superficielle, c'est-à-dire qui va faire que la surface du conducteur va avoir une certaine épaisseur, d'accord? Et à ce moment-là, eh bien, il y a non pas une discontinuité du champ qui passerait de la valeur 0 à la valeur sigma sur epsilon 0. À travers la couche superficielle, ça va augmenter rapidement, mais d'une manière continue. Ça va augmenter pour aller de la valeur 0 à la valeur sigma sur epsilon 0. Alors, on dit aussi que le champ moyen, si on pouvait parler de milieu de la couche superficielle, eh bien, le champ moyen au milieu de la couche superficielle, il vaudrait sigma sur 2 epsilon 0. Voilà. Donc ça, c'est la courbe théorique d'après ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire champ nul à l'intérieur et champ égal à sigma sur epsilon 0 à l'extérieur, mais très près de la surface. Bon. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire que le champ augmente progressivement de la valeur 0 à la valeur sigma sur epsilon 0. Voilà. Alors, dernière propriété, c'est le pouvoir des pointes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette propriété? C'est que si vous avez un conducteur qui a une forme quelconque, c'est-à-dire qu'il y a des rayons de courbure différents suivant les différentes parties de ce conducteur, eh bien, la densité de charge à l'extrémité d'une pointe, c'est-à-dire dans un endroit où il y a un petit rayon de courbure, vous vous rappelez le rayon de courbure? On en a parlé à propos des trajectoires quand on a parlé des composantes tangentielles et normales de l'accélération et on avait défini la composante normale de l'accélération comme étant v au carré sur rho, rho étant le rayon de courbure. Je parle de cette notion de rayon de courbure, c'est-à-dire que si on devait tracer les rayons de courbure ici, eh bien, par exemple, ici, à cette pointe, eh bien, je vais chercher le cercle qui a une partie commune avec cette surface du conducteur, c'est-à-dire que ici, par exemple, voici le cercle qui aurait une partie commune. Vous voyez que le rayon de ce cercle, c'est ce qu'on va appeler le centre de courbure. Par contre, ici, eh bien, si je devais tracer un cercle qui aurait une partie commune avec la surface du conducteur, vous voyez bien que le rayon de courbure est plus grand. D'accord? Donc, plus la surface va être plate, plus le rayon de courbure va être grand, plus la surface est pointue, plus le rayon de courbure va être petit. D'accord? Alors, il s'agit de ça.
Si le rayon de courbure est petit, eh bien la densité de charge, c'est-à-dire la quantité, je vous rappelle qu'il est question d'une densité superficielle de charge, hein, c'est la quantité de charge par unité de surface qu'il va y avoir sur ce conducteur. Eh bien, cette densité de charge, elle va être plus forte sur les pointes que sur les parties qui sont plus plates. Alors, ça se vérifie, on va faire un calcul. On va calculer, alors on va relier, pardon, deux sphères de rayons différents. Alors, une sphère de rayon R1, une sphère de rayon R2. Et on va les mettre au même potentiel. C'est-à-dire qu'on va attendre que toutes les charges se soient déplacées, qu'on ait un équilibre. Et sur la sphère de rayon R1, il va y avoir une charge Q1. Et sur la sphère de rayon R2, il va y avoir une charge Q2. D'accord? Donc, mes deux sphères, si vous voulez, on peut les dessiner. Donc, j'ai une première sphère de rayon R1 avec sur sa surface une charge Q1 et une deuxième sphère de rayon R2 avec une charge Q2 sur sa surface. D'accord? Et on les relie pour les mettre en contact l'une avec l'autre. Alors, qu'est-ce que je peux dire du potentiel de chacune? Eh bien, le potentiel, alors on n'a pas vu ça en cours, mais on le verra dans les exercices sur le théorème de Gauss. Le potentiel de cette sphère, eh bien, il s'écrit, on va dire V1, eh bien, ça sera K Q1 sur R1. C'est-à-dire que tout se passe quand la sphère, pour une sphère, tout se passe comme si il s'agissait d'une charge ponctuelle qui serait concentrée au centre de la sphère. Donc j'ai V1 égale KQ1 sur R1, V2 égale à KQ2 sur R2, d'accord? Et comme je les ai reliés ensemble, je vais pouvoir écrire que KQ1 sur R1 est égal à KQ2 sur R2. Alors, comme il est question de densité de charge et pas de charge, j'ai écrit la charge Q1 comme étant, alors la charge Q1, j'écris que c'est sigma 1, la densité de charge sur la sphère numéro 1, multiplié par S1, d'accord? Puisque sigma, c'est dQ sur ds, comme il s'agit d'une densité constante, une densité de charge qui est constante, eh bien, je vais pouvoir dire que si sigma 1, c'est dQ sur ds, donc c'est Q1 sur S1, eh bien, Q1, c'est sigma 1 S1, d'accord? Alors, la surface d'une sphère, c'est de rayon R1, c'est 4pi R1 au carré. Et si j'écris que K, c'est 1 sur 4pi epsilon 0, vous voyez bien que j'ai le facteur 4pi R1 au numérateur qui va se simplifier avec le 4pi R1 du dénominateur. Donc, j'ai V1 égale à sigma 1 R1 sur epsilon 0. Une fois que j'ai simplifié le 4pi R1 au numérateur et au dénominateur. Alors, qu'est-ce que j'écris pour la deuxième sphère? Eh bien, j'écris que ce potentiel V2, qui est le même que le potentiel V1, eh bien, j'écris pareil que c'est KQ2 sur R2, c'est-à-dire Q2 sur 4pi epsilon 0 bon, ça finira par disparaître. Alors, à la place de 1 sur 4 pi, à la place de K, je mets 1 sur 4 pi epsilon 0. À la place de Q2, ben, je mets que c'est sigma 2 S2, c'est-à-dire sigma 2 4 pi R2 au carré. Et je simplifie comme tout à l'heure.
Et on obtient donc V2 égale à sigma 2 R2 sur epsilon 0. Et puisque les deux sphères sont reliées, V1 est égal à V2, donc je vais avoir sigma 1 R1 sur epsilon 0 égale à sigma 2 R2 sur epsilon 0, ce qui fait que le produit sigma 1 R1 est égal au produit sigma 2 R2. Conclusion, comme j'ai une égalité entre les produits, si R1 est plus petit que R2, ça veut obligatoirement dire que sigma 1 est plus grand que sigma 2. Voilà, on vient de vérifier qu'à l'extrémité d'une pointe, eh bien, la densité de charge est plus élevée, elle est plus forte que sur une partie qui est plus plate. Alors, on appelle ça, cette propriété, on l'appelle le pouvoir des pointes. Alors, ça sert, l'application pratique de cette propriété, c'est que c'est pour, ça sert surtout à décharger des conducteurs. Alors, si vous avez déjà pris l'avion, vous avez déjà remarqué que sur les ailes des avions, il y a des petites pointes métalliques qui vont faire en sorte que de décharger la carcasse de l'avion. Alors évidemment, avec les frottements dans l'atmosphère, eh bien l'avion a tendance à prendre de la charge et cette charge, elle peut perturber le fonctionnement des instruments de bord. Donc, pour se débarrasser de cette charge que l'avion a acquis petit à petit et par frottement sur l'atmosphère, eh bien, pour se débarrasser de cette charge, on a ce faisceau de pointes métalliques sur les ailes qui va faire en sorte que l'air va s'ioniser à l'extrémité de ces pointes et que les charges vont passer dans l'air et donc l'avion va se décharger. Donc c'est une propriété qui a une grande importance en aéronautique. Alors, la conséquence, bon ben j'arrive pas à me débarrasser, j'espère que ça ne vous gêne pas, cette petite fenêtre qui apparaît. Hein. Alors, la conséquence, eh bien, c'est que ça va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé dans nos exercices de la série numéro 1. Je vous rappelle que on avait des sphères chargées identiques qui avaient des charges différentes. Et quand on les reliait par un fil conducteur ou qu'on les mettait en contact l'une avec l'autre et qu'on attendait que l'équilibre soit de nouveau atteint, eh bien, on disait qu'après le contact, les deux sphères avaient la même charge. D'accord? Eh bien, voilà l'explication. Pourquoi est-ce qu'elles ont la même charge? Eh bien, c'est à cause du pouvoir des pointes. D'accord? Comme elles sont identiques, elles ont même rayon de courbure et donc on va avoir la même répartition des charges sur les deux sphères. Voilà. Évidemment, si on avait des sphères de dimensions différentes, eh bien on ne pourrait pas tenir ce raisonnement, on ne pourrait pas dire elles ont toutes les deux la même charge parce que à cause du pouvoir des pointes, évidemment, elles n'auraient pas la même charge. Voilà. Alors, on va parler maintenant de capacité du conducteur. Okay. Alors, capacité d'un conducteur, on va considérer un conducteur neutre et isolé, et puis on va lui apporter de la charge. Alors, s'il a une quantité de charge grand Q, eh bien cette charge va produire autour de ce conducteur un champ électrique et un potentiel électrique. Alors, il se trouve que ce potentiel
Et de la même manière que si vous avez une charge ponctuelle et que vous regardez le potentiel qu'elle produit autour d'elle, eh bien ce potentiel va être proportionnel à la charge, à la valeur de la charge. Plus la charge sera grande, plus le potentiel qu'elle va produire va être grand. Eh bien ici, à plus grande échelle, il se passe la même chose que pour une charge ponctuelle. Si vous avez un conducteur avec une certaine quantité de charge, eh bien, il va produire autour de lui un potentiel qui sera proportionnel à la quantité de charge que porte le conducteur. Alors, évidemment, il existe une relation entre la charge et le potentiel, et cette relation, elle est simple. C'est la relation Q égale CV. Alors, C, ce facteur de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la capacité propre du conducteur. Alors, qu'est-ce que c'est que la capacité propre d'un conducteur? Eh bien, c'est son aptitude à stocker de la charge quand vous le mettez à un potentiel donné. C'est-à-dire que ça vous donne une sorte de correspondance, une relation de proportionnalité entre la quantité de charge que vous mettez sur ce conducteur et le potentiel que ça va lui permettre d'acquérir. D'accord? Donc, c'est son aptitude à stocker de la charge pour un potentiel donné. Donc, si vous lui imposez, ici, c'est un petit peu l'inverse de la situation qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'on a d'habitude une charge qui produit un potentiel. Et bien ici, pour un conducteur, si vous le mettez à un potentiel bien particulier, eh bien, il sera capable d'avoir la charge correspondant à ce potentiel. Voilà. Si vous le mettez au potentiel V, eh bien, il peut apporter la charge Q qui sera en rapport avec ce potentiel et qui sera en rapport grâce à cette relation qui est Q égale CV. C'est un petit peu sa capacité à porter de la charge. Alors, l'unité de la capacité, c'est le farad. Alors, vous avez déjà vu ça au lycée, vous avez pu constater que des capacités de 1 farad ou de 10 farad, ça n'existe pas, pour la bonne raison que les charges de 1 coulomb, ça n'existe pas. On avait vu que la charge se déclinait en sous-multiples du coulomb. Eh bien, ici, la capacité d'un conducteur, eh bien, vous la trouverez en microfarad, c'est-à-dire 10-6 farad, en nanofarad, 10-9 farad, et en picofarad, qui est 10 à la puissance moins 12 farad. Voilà. Donc, voilà pour la capacité d'un conducteur. Eh bien, on va voir maintenant quelle est l'énergie interne d'un conducteur chargé. Alors, on va prendre un conducteur de capacité C et on va voir ce qui lui arrive quand il est à l'équilibre avec une charge Q, d'accord, et un potentiel V. Alors, la relation Q égale CV, ben, elle est valable tout le temps, elle est valable à l'équilibre, mais elle est valable à n'importe quel moment pendant qu'il est en train de se charger. Donc, j'ai toujours cette relation Q égale CV. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe quand vous chargez un conducteur. C'est-à-dire que vous allez lui apporter de la charge petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive à sa charge finale qui est grand Q et son potentiel final qui va être grand V. Voilà, alors on va regarder des états particuliers. Alors l'état initial, on prend un conducteur qui est initialement sans charge, donc Q0 égale 0, puisqu'on vient de voir que la charge et le potentiel sont proportionnels.
Si vous avez une charge nulle, alors le potentiel sera nul. D'accord? Donc, son état initial, c'est que sa charge est nulle, son potentiel est nul. Son état final, c'est quoi? Son état final, c'est que notre objectif, c'est de le faire arriver à une charge grand Q et un potentiel grand V. Et ces deux quantités sont reliées par la relation Q égale CV. Alors maintenant, on va regarder ce qui s'est passé entre les deux. Alors pour que la charge aille de Q0 égale 0 à QF égale grand Q, eh bien la charge, elle a augmenté. D'accord? Puisque j'ai la relation Q égale CV qui est vraie à chaque instant, qui est vérifiée pour n'importe quelle valeur de T, eh bien, si Q augmente, eh bien, ça veut dire que le potentiel augmente. Donc, dans un état intermédiaire, entre l'état initial et l'état final, j'ai la charge qui augmente, le potentiel qui augmente. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder, détailler un petit peu ce qui se passe à cet instant T quelconque pendant lequel la charge est en train d'augmenter. Alors, qu'est-ce que j'ai à l'instant T? Eh bien, j'ai la charge actuelle, c'est-à-dire la charge à l'instant T, c'est la charge petit q. Et la charge, je vous rappelle que notre état initial, ce n'est pas de charge du tout. Notre état final, c'est la charge grand Q. Donc, à notre état intermédiaire, la charge à l'instant T, c'est Q, mais il y a de la charge qui est en train d'arriver petit à petit. Alors, on va dire qu'il y a une nouvelle quantité de charge dQ qui arrive sur le conducteur. C'est-à-dire que j'ai la situation suivante. Voilà mon conducteur. Il porte une charge Q sur sa surface et il y a une petite quantité de charge dQ qui arrive à l'instant où la charge est déjà égale à Q. D'accord? J'ai cette charge dQ qui vient d'arriver pile à l'instant T. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver à cette charge dQ? Je l'ai ramenée, je suis allée la chercher quelque part loin de ce conducteur, on va dire à l'infini, d'accord? Et je l'ai ramenée pour la placer sur mon conducteur qui a déjà une charge Q. Qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, elle va se trouver placée dans le potentiel des charges qui sont déjà présentes. Ces charges qui sont déjà présentes, eh bien, leur somme, elle est égale à Q. D'accord? Toutes les petites charges que j'ai accumulées au fur et à mesure, eh bien, leur somme, c'est la valeur de la charge du conducteur à l'instant T. Et donc, cette petite charge dQ qui vient d'arriver, elle va être placée dans le potentiel des charges qui sont déjà présentes sur le conducteur. Alors, si on cherche la variation de son énergie potentielle entre sa position initiale qui était à l'infini et sa position finale qui est quand elle est arrivée sur le conducteur, eh bien, je vais écrire alors, bon, c'est bon. Alors, je vais peut-être effacer, non, je laisse aller. Donc, l'énergie, la variation d'énergie potentielle de cette charge dQ qui est venue de l'infini jusqu'à la surface de notre conducteur, eh bien, sa variation d'énergie potentielle, c'est son énergie potentielle finale, c'est-à-dire quand elle arrive sur le conducteur, moins son énergie potentielle initiale, c'est-à-dire quand elle était à l'infini. Je vous rappelle
que le potentiel à l'infini étant nul, eh bien, son énergie potentielle à l'infini, elle va être égale à 0. Donc, j'écris que sa variation d'énergie potentielle égale à son énergie potentielle finale moins son énergie potentielle initiale, eh bien, c'est V dQ. Alors, comme Q égale CV, eh bien, V, c'est Q sur C. Donc, j'ai la variation d'énergie potentielle qui est égale à Q sur C multiplié par dQ. C'est l'énergie que va gagner la charge dQ quand elle va de l'infini jusqu'à sa situation, sa destination finale, c'est-à-dire quand elle arrive sur le conducteur. Alors, au total, pour amener notre... je vous rappelle que mon objectif, c'est de faire aller ma charge de la valeur 0 à la valeur grand Q. D'accord? Donc, il va falloir, pour avoir l'énergie qu'il va y avoir stockée sur ce conducteur, eh bien, je vais faire la somme de toutes ces variations d'énergie potentielle que vont subir toutes les charges dQ qui sont venues se poser sur ce conducteur. Eh bien, pour amener la charge de 0 à grand Q, eh bien, l'énergie à fournir au conducteur, eh bien, ça sera la somme de toutes ces petites énergies potentielles gagnées par chacune des petites charges qui sont venues se placer sur le conducteur. Alors, DEP, je vous rappelle que c'est Q sur C dQ. Et je vais intégrer donc entre 0 et Q. Ma variable ici, c'est Q. J'ai Q sur C dQ, c'est-à-dire je sors le 1 sur C. Je vais avoir l'intégrale de Q dQ. Eh bien, c'est 1 demi de Q carré à prendre entre 0 et grand Q. Donc, c'est 1 demi de Q carré sur C. Alors, à l'équilibre, on sait que Q égale CV. Donc, je peux, cette définition de l'énergie potentielle, cette formule, je peux l'écrire de deux autres façons différentes parce que, étant donné que Q égale CV, si je remplace ici, ça va me donner C carré V carré, divisé par C, ça fait CV carré. Donc, ça me donne cette expression-là. Ou bien, sachant que Q sur C, c'est V, donc je garde Q. Et le deuxième, je le mets sous la forme Q sur C, au numérateur de l'expression Q sur C. Et je sais que Q sur C, c'est V, donc ça me donne la troisième expression de cette énergie potentielle. Donc voilà, cette énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne du conducteur. Voilà. Okay. Voilà, donc on peut l'écrire de trois façons différentes. Alors, il n'y a pas de bonne façon de définir cette énergie ou de mauvaise, c'est juste en fonction des données que vous avez dans votre exercice. Si vous avez la capacité et la charge, eh bien, c'est celle-ci. Si vous avez la charge et le potentiel, c'est la deuxième. Si vous avez la capacité et le potentiel, c'est la troisième. Voilà. Ça dépend. De toute façon, vous pouvez passer d'une équation à l'autre par cette relation Q égale CV. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on sait que cette énergie existe? C'est bien beau de se dire, voilà, l'énergie qui est stockée dans le conducteur, c'est 1 demi de Q2 sur C ou 1 demi de QV. Mais comment
comment est-ce qu'on peut se rendre compte de l'existence de cette énergie? Eh bien, il suffit de décharger le conducteur, c'est-à-dire que vous le reliez par un fil conducteur à la Terre pour que toutes les charges qu'il y a dessus passent dans la Terre. Et ce que vous allez constater, c'est que le fil conducteur va chauffer. Et bien ça, à chaque fois que vous avez de la chaleur qui apparaît quelque part, c'est que vous venez de perdre de l'énergie électrique. D'accord? Alors, ce dégagement de chaleur dans le fil, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule, que vous avez certainement vu au lycée. Eh bien, c'est la meilleure, en tout cas, c'est la manière pratique ou la manière expérimentale de constater qu'il y avait de l'énergie qui était stockée dans ce conducteur. Quand vous le déchargez et que vous voyez apparaître, vous sentez apparaître de la chaleur dans le fil, eh bien, ça veut dire qu'il y avait de l'énergie électrique qui était stockée dans le conducteur. Oui? Il y avait une question? Bon, alors, on continue. Alors, on va... alors, je sais que c'est limité à 40 minutes, mais je ne vois pas de chrono, donc je ne sais pas où est-ce qu'on en est. On a commencé à 11h30? Bon, de toute façon, on continue tant que la connexion est maintenue. Alors, on va parler de phénomènes d'influence entre conducteurs. Alors, on va commencer par essayer de comprendre ce qui arrive à un conducteur neutre qui est placé dans un champ électrique. Et puis après, ça nous aidera à mieux comprendre comment les conducteurs vont pouvoir s'influencer les uns les autres. Alors, on va prendre un conducteur neutre qu'on place dans un champ électrique. Alors, j'ai un champ électrique, alors je considère un champ électrique uniforme, c'est-à-dire qu'en tout point de l'espace, il va avoir même direction, même sens et même module. D'accord? Et j'observe ce qui va se passer sur ce conducteur. Eh bien, les observations qu'on fait, c'est que il va y avoir des charges positives qui vont s'accumuler d'un côté et des charges négatives qui vont apparaître de l'autre côté. Alors, comment ça peut s'expliquer? Alors, ça s'explique par les déplacements d'électrons libres qu'il y a dans ce conducteur. Alors, si vous prenez un électron libre, je vais considérer un électron libre ici, d'accord? Donc, un électron libre qui se trouve placé dans ce champ électrique qui est orienté horizontalement vers la droite. Qu'est-ce qui va lui arriver? Cet électron libre, eh bien, il va être soumis à une force électrique qui va avoir tendance à l'entraîner en sens inverse. Alors, je vais mettre la même notation. Alors, une force électrique qui va avoir tendance à l'entraîner en sens inverse du champ. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une accumulation de charges négatives, donc d'électrons libres, le plus loin possible sur l'autre bord du conducteur. Et au fur et à mesure que les électrons se déplacent vers la gauche, les absences d'électrons vont se propager vers la droite, ce qui fait que pour chaque électron qui va apparaître à gauche, il va y avoir une absence d'électrons qui va apparaître à droite, donc une charge positive qui va apparaître à droite.
Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand? À quel moment est-ce que cette séparation de charges négatives qui vont aller d'un côté et de charges positives qui vont aller de l'autre, c'est-à-dire cette polarisation, puisqu'on a une accumulation de charges positives d'un côté et de charges négatives de l'autre, est-ce que cette polarisation va continuer indéfiniment ou est-ce qu'il y a un moment où ça va s'arrêter? Eh bien, la réponse, c'est qu'il va y avoir un moment où ça va s'arrêter. Pourquoi? Eh bien, parce que cette accumulation de charges positives d'un côté et négatives de l'autre, eh bien, ça crée un potentiel. Alors ici, un potentiel, je vais l'appeler V+, ça va être un potentiel positif. Et dans cette région du conducteur, je vais avoir un potentiel que je vais appeler V-, qui va être négatif. D'accord? Or, on a déjà vu que à chaque fois que vous avez une différence de potentiel, vous avez obligatoirement un champ électrique qui va être orienté de la région de plus grand potentiel à la région de potentiel le plus bas. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à cause de cette différence de potentiel V+, moins, V-, eh bien, ça va avoir comme conséquence eh bien, un champ, ça va faire apparaître un champ électrique. Alors, j'ai mis E0 pour montrer que c'est un champ intérieur au conducteur. D'accord? Alors, ce champ, je l'ai mis en bleu. Il va des potentiels les plus grands vers les potentiels les plus faibles. Puisque ce potentiel est positif et que celui-là est négatif, ça veut dire que c'est celui-là qui est le plus grand. Et donc, le champ va être orienté vers la gauche. Au fur et à mesure que les électrons se déplacent sous l'action de ces forces électriques, il va y avoir de plus en plus d'électrons ici. Donc, ce potentiel va augmenter en module. De l'autre côté, pareil. D'accord? Et au fur et à mesure que la différence de potentiel, que cette différence de potentiel-là, si elle augmente, eh bien, ça veut dire que le module du champ augmente aussi. D'accord? Et il va y avoir un moment où ce champ intérieur va avoir le même module que le champ extérieur. Or, le conducteur, il est dans le champ extérieur E et il est aussi dans son propre champ intérieur E0. C'est-à-dire que pour chacune des charges qui se trouvent à l'intérieur de ce conducteur, il y a la superposition des deux champs. Il y a le champ extérieur plus le champ intérieur. Et il va y avoir un moment où ce champ E0 aura le même module que le champ E, ce qui fait que le champ total sera égal à 0 et donc plus aucun électron libre ne se déplacera parce que le champ total, qui est la somme de E et de E0, sera égal à 0. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir de nouveau un conducteur en équilibre, puisque à l'intérieur de ce conducteur, le champ va être nul, le champ total va être nul, mais dans un état polarisé. Alors, pourquoi polarisé? C'est parce que vous allez avoir deux pôles, un pôle plus et un pôle moins, c'est-à-dire une accumulation de charges positives d'un côté et une accumulation de charges négatives de l'autre. Voilà. Alors, est-ce que je peux avancer? Non. Voilà. Alors, si on fait le bilan, alors je vais peut-être effacer les dessins. Voilà. Alors, si on fait le bilan de ce qui s'est passé sur ce conducteur, eh bien, sa charge n'a pas changé. Il a toujours une charge nulle. Il n'y a aucun électron libre qui a quitté ce conducteur.
aucun électron qui a été rajouté sur le conducteur. Donc, si au départ, c'était un conducteur, je vous rappelle qu'on a pris un conducteur neutre, d'accord? Si au départ, il était neutre, eh bien, il est resté neutre. Donc, sa charge est restée nulle. Par contre, la répartition des charges a changé. Et il y a autre chose qui a changé, c'est que son potentiel a changé. On a une différence de potentiel qui vient d'apparaître entre les deux bords du conducteur. Alors, à partir du moment où on a une accumulation de charges positives d'un côté et négatives de l'autre, eh bien, on voit apparaître aussi des lignes de champ, donc des lignes de champ qui vont sortir du côté où il y a des charges plus et entrer du côté où il y a des charges moins. Voilà. Alors qu'au départ, le conducteur en équilibre, avant qu'on le mette dans un champ électrique, eh bien, il n'y avait aucune ligne de champ, ni qui entrait, ni qui sortait de ce conducteur. Voilà. Alors ça, c'est une remarque très importante, c'est que bien que sa charge totale soit nulle, eh bien, on a quand même des lignes de champ qui entrent d'un côté et qui sortent de l'autre. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'influence mutuelle? Eh bien, au lieu de considérer qu'on ignore qui a produit ce champ, eh bien, on va supposer maintenant que c'est un autre conducteur qui crée ce champ. Et on va regarder quelle est l'influence de ce conducteur sur notre conducteur A et vice-versa, quelle va être l'influence du conducteur A sur le conducteur B. Alors, les observations d'abord et les explications ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si on a deux conducteurs, alors j'ai un conducteur neutre comme tout à l'heure et un conducteur chargé positivement. Donc, le conducteur chargé positivement, comme il y a des charges sur sa surface, on va voir apparaître des lignes de champ qui vont sortir du conducteur vers l'extérieur. Et quand vous rapprochez un conducteur neutre, ce qui va lui arriver, c'est que il va se passer la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va apparaître des charges négatives d'un côté et des charges positives de l'autre, alors qu'il est neutre, c'est-à-dire qu'on va avoir une polarisation du conducteur A. Ça, c'est l'influence de B sur A. Donc, il va y avoir des lignes de champ qui vont entrer d'un côté et des lignes de champ qui vont sortir de l'autre. Mais il va y avoir autre chose, c'est l'influence en retour, c'est-à-dire quelle est maintenant l'influence de A sur B. Eh bien, ce qui va se passer à cause de la présence de A, eh bien, vous avez vu ici que j'ai dessiné, j'ai supposé qu'il était sphérique, le conducteur B, et que les charges étaient réparties de manière uniforme. Eh bien, ici, j'ai des charges qui ont migré, qui sont venues se mettre en face de A. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, on va voir la deuxième colonne de notre tableau. Alors, première influence, c'est le conducteur B qui influence le conducteur A. Alors ça, c'est facile à comprendre, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que vous mettez un conducteur neutre A dans un champ électrique vers la droite, eh bien, vous allez avoir des électrons libres qui vont aller sur la gauche et des absences d'électrons sur la droite. Eh bien, ici, il se passe la même chose. Comme le conducteur B est chargé positivement, il va donner un champ résultant qui sera vers la droite, un champ répulsif. Donc, le conducteur A va se trouver dans un champ horizontal vers la droite. Ces électrons libres, enfin, certains de ces électrons libres vont migrer vers la gauche et les absences d'électrons vont migrer vers la droite. Donc, je vais avoir une polarisation
une polarisation du conducteur A. Maintenant, quelle est la réaction, en quelque sorte, de A? C'est que A, étant dans un état polarisé, vous voyez bien que les charges négatives de A, elles vont être plus proches de B que les charges positives. C'est-à-dire que si je devais détailler, on va dessiner ici, je dessine en dessous, hein, les champs que vont produire ces charges. Alors, les charges négatives vont donner un champ que je vais appeler E-, qui sera attractif, d'accord? Et les charges positives vont donner, toujours sur B, hein, j'ai décalé, mais ça se passe à l'endroit où se trouve le conducteur B. Ces charges positives qui sont plus loin vont donner un champ répulsif, mais qui sera de module plus petit parce que la distance est plus grande. D'accord? Donc, voici. Alors, E-, c'est le champ qui est produit par les charges négatives à l'endroit où se trouve B. Et E+, c'est le champ que donnent les charges positives à l'endroit où se trouve le conducteur B. Si vous faites la somme de ces deux champs, eh bien, vous obtenez le champ que j'ai dessiné en bleu, c'est-à-dire E' égale à E+, plus E-. D'accord? C'est bon? J'ai fait la somme de ces deux champs. Ils sont tous les deux horizontaux. E- a un module plus grand que E+. Donc, la différence, la somme de ces deux vecteurs aura pour module la différence des modules et c'est le vecteur E' que j'ai dessiné ici. Alors, quel est le résultat de cette superposition de champs E+ et E-? C'est ce champ E'. Les charges, le conducteur B, il est chargé positivement. Une charge positive, si vous la mettez dans un champ qui est orienté vers la droite, va être soumise à une force électrique qui va être orientée vers la droite. Donc, ce qui va se passer, c'est que les charges positives vont être soumises à des forces électriques qui vont aller dans le sens de ce champ E' et qui vont mener donc ces charges positives en face du conducteur A. Voilà, donc j'ai une migration des charges positives de B sur la face qui se trouve en face du conducteur A. Alors, c'est ce qu'on appelle l'influence mutuelle. Alors, évidemment, c'est simultané, hein, les deux phénomènes se passent en même temps. Mais là, je vous ai expliqué ça en deux temps, c'est-à-dire quelle est l'influence de B sur A? Eh bien, l'influence de B sur A, c'est que B va donner, comme il est chargé positivement, il va donner un champ vers la droite à l'endroit où se trouve A. Donc, il va y avoir séparation, A étant neutre, il va y avoir migration des électrons libres en face de B et migration des absences d'électrons de l'autre côté, le plus loin possible. Et l'influence, maintenant, dans un deuxième temps, mais ça se passe en même temps, ce qu'on vient de voir, c'est l'influence de A sur B, c'est-à-dire que comme les charges elles ne sont pas réparties de manière homogène sur tout le conducteur A, il y a les charges négatives qui sont plus proches de B que les charges positives, et bien au total, ça donne un champ attractif E' qui va faire que les charges positives de B vont être entraînées dans le sens du champ E' et vont venir se mettre en face du conducteur A, en face des charges négatives du conducteur A. Alors, les lignes de champ, alors, je vous rappelle quelle était la situation avant.
avant qu'on les rapproche, eh bien, les lignes de champ sortaient de B dans toutes les directions de manière équivalente. Il n'y avait aucune ligne de champ sur le conducteur A et le résultat, c'est que vous avez des lignes de champ qui apparaissent sur A. Alors, j'ai des lignes de champ qui sortent de B et qui entrent sur A. Et de l'autre côté, je vais avoir des lignes de champ qui vont sortir de A. Voilà. Alors ça, c'est l'influence mutuelle. Alors, cas particulier de l'influence totale, eh bien, l'influence totale, c'est un cas particulier de l'influence mutuelle. C'est quand toutes les lignes de champ qui sortent de B entrent dans A. Alors, quand est-ce que ça se produit? Eh bien, ça se produit quand le corps A entoure complètement le corps B. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, avoir une sphère creuse, une sphère A, avec à l'intérieur une autre sphère. Donc, vous avez l'un des corps, l'un des conducteurs qui entoure complètement l'autre conducteur. Ce qui fait que toutes les lignes de champ qui vont sortir de B vont entrer dans A. Vous voyez bien ici que ce n'est pas le cas. Vous avez, toutes les charges ne sont pas venues se mettre en face de A. Il reste quelques charges ici, donc il va y avoir quelques lignes de champ de l'autre côté et la plupart des lignes de champ qui vont entrer dans A. Par contre, dans l'influence totale, absolument toutes les lignes de champ qui sortent de B vont entrer dans A. Alors, qu'est-ce qu'on a à ce moment-là? Eh bien, on va pouvoir écrire une relation entre les charges. Alors, les deux conducteurs sont chargés en surface, d'accord? C'est ce qu'on a vu au tout début du cours, c'est que dans un conducteur en équilibre, la charge est portée sur la surface du conducteur. Eh bien, ici, vous avez deux conducteurs en équilibre, donc tous les deux sont chargés en surface. Alors, on va donner des noms à leur charge. Sur la surface de B, on va appeler ça QB. Le conducteur A étant un conducteur creux. Alors, c'est dessiné dans le plan, mais imaginez quelque chose qui est en volume. Hein. Vous avez un corps A qui est creux, ça pourrait être une sphère par exemple, et à l'intérieur du vide qu'il y a dans le creux, vous mettez une autre sphère ou un autre conducteur. Alors, donc, le corps, le conducteur A, c'est un conducteur qui est creux, il va avoir deux surfaces, une surface intérieure et une surface extérieure. D'accord? Imaginez une sphère métallique qui a une certaine épaisseur, qui ferait, je ne sais pas, par exemple 2 mm d'épaisseur. Eh bien, cette sphère métallique, elle va avoir une surface intérieure et une surface extérieure. Donc, sur la surface intérieure, j'appelle cette charge QAI, I comme intérieur, et sur la surface extérieure, je l'appelle QAE, E comme extérieur. Donc, pour A, j'ai QAI plus QAE, et pour B, j'ai QB. Alors, pour trouver une relation entre QAI et QB, eh bien, je vais appliquer le théorème de Gauss à une surface fermée qui serait à l'intérieur de A. D'accord? C'est la surface qui est dessinée en rouge ici. Alors, si je calcule, si j'applique le théorème de Gauss pour calculer cette charge QAI plus QB, j'écris quoi? J'écris que le flux à travers cette surface fermée, c'est la somme de tous les flux élémentaires EDS, d'accord?
Alors, quelle est la propriété d'un conducteur en équilibre? C'est que ici, vous avez E égale 0. D'accord? Donc, chacun de ces flux élémentaires va être nul. Donc, je vais avoir phi égale 0. Et quand j'applique le théorème de Gauss et que je dis que le flux à travers une surface fermée, c'est la charge enfermée dans cette surface fermée divisée par epsilon 0, eh bien, si phi égale 0, ça veut dire que la charge intérieure est égale à 0. Or, la charge intérieure, la charge qui est enfermée dans cette surface de Gauss, c'est QB plus QAI. Et bien, ça vous donne une relation. Vous allez avoir QAI plus QAE égale 0, c'est-à-dire que QAI est égal à moins QB. D'accord? Donc, la charge portée par QB est opposée à la charge portée par la surface intérieure de A. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une relation avec QAE? Eh bien, ça dépend. Il y a une relation et cette relation va être différente selon que, au départ, le conducteur A est neutre ou chargé. Alors, si A est initialement neutre, eh bien, on écrit que la somme des charges de A est égale à 0. Ça veut dire que QAE est égal à moins QAI. Et comme QAI est égal à moins QB, eh bien, ça veut dire que QAE est égal à QB. Maintenant, si A avait une charge initiale, eh bien, j'écris que la somme des charges de A est égale à Q0, cette charge initiale. Donc, QAE est égal à Q0 moins QAI. Et comme QAI est égal à moins QB, eh bien, j'ai QAE égale à Q0 plus QB. Voilà. C'est-à-dire que cette expression-là, QAE égale Q0 plus QB, bah, c'est l'expression générale. Si A était initialement neutre, eh bien, je mets Q0 égale 0 et vous retrouvez la première situation, c'est-à-dire quand A est initialement neutre, QAE est égal à QB. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. Je vais arrêter l'enregistrement. Oui, c'est bon, c'est l'heure. Hein.